déguisés en moutons, bombardiers et autres appareils militaires transformés en avions de ligne pour répondre à la demande d'une industrie en rapide expansion. Mais au même moment, de nombreux avions de ligne sont devenus des oiseaux de proie, appareils convertis au service militaire pour pallier une situation d'urgence ou en raison de leur faculté d'adaptation. Voici l'histoire de ces appareils, l'histoire d'avions de ligne qui ont servi l'humanité en temps de guerre comme en temps de paix. Les dirigeables ont été les premiers avions de ligne incorporés dans l'armée de l'air. En été 1910, DeLague, la première compagnie aérienne du monde, propose un service de transport de passagers dans toute l'Allemagne à bord de gros dirigeables construits par le comte Ferdinand Zeppelin. Les voyages touristiques deviennent extrêmement populaires. Et bien que le prix du billet puisse atteindre les $150, les réservations sont bouclées des mois à l'avance. Quand la Première Guerre mondiale éclate, les Zeppelins de DeLague ont transporté en toute sécurité plus de 33 000 passagers au cours de 1600 vols. Quand l'Allemagne déclare la guerre à la Russie et à la France, en été 1914, les principales armées des deux camps regroupent l'infanterie, la cavalerie et l'artillerie lourde. Mais début 1915, une nouvelle menace fait régner la terreur dans les rues de Paris et Londres. Les Allemands commencent à utiliser leurs dirigeables aux rayons d'action et aux capacités de transport énormes, apparemment inoffensifs, pour attaquer les villes ennemies. Les commandants des dirigeables espèrent rayer de la carte des villes anglaises en larguant des bombes incendiaires. Mais malgré leur immense confiance, ces raids ne provoquent que des dommages mineurs. Les Zeppelins peuvent voler plus haut et plus loin avec un chargement de bombes plus important que n'importe quel autre avion de l'époque, mais sont très durs à contrôler par grand vent. En outre, la substance qui leur permet de s'élever dans les airs, l'hydrogène, gaz extrêmement léger et combustible, va causer leur perte. Néanmoins, les raids des Zeppelins contribuent à changer à jamais l'art de la guerre moderne. Pour la première fois, l'armée a mené une campagne de bombardement sans se soucier des civils. Dans les faits, la Première Guerre mondiale retarde le développement des avions à voilure fixe pour le transport des passagers. Au lieu de cela, les appareils d'une conception relativement primitive deviennent des armes de guerre nouvelles et mortelles, comme le De Havilland DH-4, utilisé pour des missions de reconnaissance et de bombardement, et pierre angulaire de la puissance aérienne américaine. Plus étonnante encore, l'évolution des bombardiers lourds comme le Handley Page O400. Cet appareil énorme peut être armé de 5 mitrailleuses montées sur pivot, emporter jusqu'à 1 tonne de bombes et assez de carburant pour pouvoir voler pendant 8 heures. À la fin de la guerre, les bombardiers lourds sont devenus un facteur clé des armées alliées. Lors de la campagne pour reprendre Saint-Mihiel à l'armée allemande en septembre 1918, les Handley Page sont utilisés pour la première fois pour soutenir directement les troupes au sol, larguant plus de 75 tonnes de bombes sur les lignes ennemies en moins de 4 jours. Après la signature de l'armistice en novembre 1918, des aviateurs entreprenants et plusieurs compagnies d'aviation s'empressent de mettre sur pied des services de passagers. À l'origine, nombre de compagnies transforment des bombardiers en surnombre comme le DH-4 en avions civils. Même si le confort est très rudimentaire, pour la première fois, 2 passagers aventureux peuvent effectuer le trajet Paris-Londres en quelques heures. En l'espace d'une année, plusieurs compagnies aériennes offrent des services plus raffinés.
KLM, Royal Dutch Airlines et Aircraft Transport and Travel utilisent tous deux d'anciens bombardiers classiques DH4 et DH9 pour leurs lignes régulières entre Amsterdam ou Paris et Londres. Les aménagements les plus récents offrent plus de place pour le courrier ou toute autre cargaison et permettent de transporter jusqu'à 4 passagers dans une cabine fermée. De nombreux bombardiers lourds sont également transformés pour le service commercial. Le Farman F-60 Goliath est largement utilisé par les compagnies françaises et le O-400 par la compagnie anglaise Handley Page Transport pour promouvoir des lignes à travers toute l'Europe. Les plus grands bombardiers transportent 14 passagers. Les premiers temps, les cabines sont austères, avec de simples sièges à l'emplacement des bombes. Mais peu à peu, le confort s'améliore. Des transporteurs européens novateurs espèrent étendre leurs lignes à l'Afrique, l'Orient et même l'Amérique du Sud. Mais en quelques années, de nombreuses compagnies aériennes se retrouvent confrontées à de sérieux problèmes financiers. Au bout du compte, la reconversion d'appareils militaires en avions civils s'avère coûteuse et inefficace. Pourtant, au printemps 1922, plus de 11 000 passagers ont traversé la Manche par la voie des airs, la plupart à bord d'anciens avions de guerre. Après la Première Guerre mondiale, l'industrie aéronautique allemande est contrainte par le traité de Versailles à ne produire que des appareils de transport ne représentant aucune menace militaire pour les Alliés. Au milieu des années 30, l'Allemagne fabrique plusieurs appareils extrêmement performants grâce auxquels les transports aériens cessent d'être une aventure risquée pour devenir un moyen rapide et sûr de relier des destinations lointaines. Le plus utilisé de tous est le Junker Ju-52, un monoplan trimoteur tout en métal capable de transporter jusqu'à 17 passagers. La fiabilité exceptionnelle du Ju-52 permet à la compagnie allemande naissante, la Lufthansa, de mettre en place pour la première fois une ligne qui franchit les Alpes vers le sud de l'Europe, mettant désormais Berlin à 10 heures de vol de Rome. Au cours des années 30, les Ju-52 sont utilisés par pratiquement tous les transporteurs européens et deviennent le pivot de la flotte de la Lufthansa, la compagnie qui va dominer le transport aérien européen. Pourtant, petit à petit, des appareils plus aérodynamiques commencent à sortir des usines allemandes. Des modèles comme le Henkel 111, présenté comme un avion à grande vitesse d'une capacité de 10 passagers. En réalité, il sert de test pour des modèles de bombardiers de pointe. Parmi les modèles les plus récents, certains semblent particulièrement adaptés au transport de passagers. Fin 1938, un nouvel appareil, le quadrimoteur Focke-Wulf Condor, réussit plusieurs grandes premières, reliant sans escale Berlin à New York et plus tard Tokyo en un temps record. Le Condor a été conçu à la demande de la Lufthansa et en été 1938, plusieurs exemplaires d'une capacité de 26 passagers sont en service. Mais comme tous les avions allemands de l'époque, il va bientôt être considéré comme une arme de guerre potentielle. Dans les premiers mois de la Deuxième Guerre mondiale, il apparaît que beaucoup d'anciens avions de ligne allemands vont jouer un rôle crucial dans les plans de bataille d'Adolf Hitler. Le Blitzkrieg nazi en Pologne réussit en partie grâce à la conversion du Ju-52 en appareil militaire. Grâce aux blindés extrêmement mobiles et à l'aviation qui guide les troupes au sol à travers et autour des défenses polonaises, les ravitaillements arrivent rapidement. Les Ju-52 effectuent près de 2500 missions durant cette campagne, transportant 1600 tonnes de ravitaillement jusqu'au front. Beaucoup sont abattus, mais ils s'avèrent pourtant extrêmement résistants, apportant nourriture, armes et munitions sur tous les champs de bataille allemands, d'Afrique en Russie, jusqu'aux ultimes jours de guerre. Autre rôle majeur des Ju-52, ils aident largement les nazis à prendre le contrôle de territoires entiers dans toute l'Europe centrale. Ils mènent également des opérations aéroportées en Norvège, aux Pays-Bas, en France et en Belgique.
En peu de temps, les parachutistes s'emparent des aérodromes, des ponts et autres cibles stratégiques, ouvrant la voie aux puissants blindés nazis et aux Panzers qui envahissent un pays après l'autre. La Luftwaffe a elle aussi converti un grand nombre de Ju-52 en bombardiers. Les premiers avaient pris du service pendant la guerre d'Espagne en 1936, où ils avaient été utilisés au-dessus des faubourgs de Madrid. Finalement, la plupart des 52 sont affectés aux bombardements nocturnes et aux missions de transport en raison de leur extrême vulnérabilité face aux attaques des chasseurs. Pourtant, à la fin de la guerre, les Ju-52 ont contribué au largage de plus de 6000 tonnes de bombes sur l'Espagne et le reste de l'Europe. Parmi les appareils qui vont remplacer les 52, le Junker Ju-86 est un bombardier moyen à 4 places, mis au point en tandem avec un avion de ligne de 10 passagers. Il est limité dans les deux fonctions et s'avère nettement inférieur au Henkel 111, véritable loup déguisé en mouton. Le HE-111 est d'abord présenté comme transporteur civil à grande vitesse. Mais sa version militaire peut voler beaucoup plus vite et plus haut et transporter une charge de bombes plus lourde que tout autre appareil du début de la guerre. C'est donc le 111 qui accomplit le plus gros des premières campagnes de bombardement de la Luftwaffe. Alors que certains appareils allemands ont été clairement conçus comme des avions de ligne capables d'accomplir des missions militaires, le Focke-Wulf Condor est plutôt un transporteur civil qui ne pourra jamais vraiment développer son potentiel d'avion de ligne. Néanmoins, il devient lui aussi une arme de guerre efficace et mortelle, patrouillant en haute mer comme bombardier de reconnaissance à grand rayon d'action. Avec les sous-marins, le Condor constitue le plus grand fléau pour les convois maritimes alliés pendant la majeure partie de la guerre. Il est modifié pour pouvoir être armé de 4 mitrailleuses de 13 mm, d'un canon de 20 mm dans une nacelle ventrale et de 4 bombes de 275 kg. Cette combinaison s'avère régulièrement fatale. Parmi les appareils utilisés avec succès pour la défense de la Grande-Bretagne au début de la guerre, certains sont dérivés d'un avion de ligne moyen courrier de 10 passagers, le Lockheed Electra et ses successeurs, le Super Electra et le Lodestar. L'Electra est employé par 8 compagnies américaines à la fin des années 30, puis par beaucoup d'autres transporteurs étrangers. Mais au moment de l'entrée en guerre des États-Unis, il est jugé trop coûteux et les lignes nationales n'en utilisent presque plus. Le premier avion américain à prendre du service dans l'armée est le Lockheed Hudson, un dérivé militaire du modèle 14 Super Electra. L'Hudson est un bombardier léger et un avion de reconnaissance maritime qui va rendre des services inestimables en Grande-Bretagne au début de la guerre. Contre toute attente, il s'enorgueillit d'un grand nombre d'exploits, dont la première victoire de la RAF, menée par un appareil américain. Mais très vite, il se révèle trop petit pour sa mission. Le Hudson est remplacé par le Lockheed Ventura, plus lourdement armé, d'une capacité de 18 sièges, mis au point à partir du Lodestar. Le Ventura, beaucoup plus rapide, peut transporter une charge de bombes nettement plus importante. Utilisé au départ pour des raids de bombardement diurnes contre les aérodromes et autres cibles stratégiques, il n'obtient que de maigres résultats. La plupart des Venturas sont finalement réaffectés à la défense côtière où ils se révèlent des bombardiers de reconnaissance maritime extrêmement efficaces. En dépit de leurs limites, ces dérivés de l'Electra contribuent largement à la survie de la Grande-Bretagne à une époque où les Anglais n'ont que peu d'autres options. Le Douglas DC-3 a peut-être été l'appareil le plus largement utilisé à la fois dans l'aviation civile et militaire. C'est le précurseur de l'avion de ligne au profil harmonieux et aérodynamique.
Il prend d'abord du service avec American Airlines comme transporteur de nuit équipé de 16 couchettes pour les vols transcontinentaux. Mais c'est la version 18 sièges qui aura le plus d'impact sur l'histoire du transport de passagers. À la fin des années 30, les lignes sûres et abordables de DC-3 se multiplient rapidement dans le monde entier, du Japon à l'Amérique du Sud, en passant par l'Union soviétique. Le DC-3 a acquis une position dominante sur le marché de l'aviation américaine bien avant l'entrée en guerre des États-Unis. En fait, c'est à lui que l'on doit en grande partie une augmentation de 600% de la fréquentation de ce mode de transport entre 1936 et 1941. Mais comme pour de nombreux transporteurs civils de l'époque, les Alliés ne tardent pas à l'adapter à des fins militaires. Une grande partie des DC-3 existants et les modèles plus récents sont rapidement convertis en transporteurs de troupes et de marchandises rebaptisés C-47. Les Alliés les surnomment Skytrains, les trains du ciel, car ils ravitaillent les troupes sur tous les fronts. Le Skytrain rend aussi des services inestimables comme remorqueur de planeurs de la Birmanie à la Sicile. Beaucoup de ces 47 britanniques, baptisés Dakota, sont utilisés le jour du débarquement pour remorquer de nombreux planeurs chargés d'hommes et de ravitaillement jusqu'aux zones de largage dans toute la campagne française. Pendant que les troupes des planeurs se battent pour tenir les zones d'atterrissage, d'autres C-47 remplissent une de leurs missions de prédilection, emmener des milliers de parachutistes jusque derrière les lignes ennemies. L'aptitude des Dakota et des Skytrains à transporter massivement hommes et ravitaillement permet aux Alliés de réussir leur percée en France. Et joue finalement un rôle crucial dans leur succès sur tous les autres fronts. À la fin des années 30, on avait commencé à mettre au point d'autres transporteurs plus gros et plus avancés susceptibles de rivaliser avec le DC-3 sur le plan commercial. Mais avant même que certains ne volent pour la première fois, les États-Unis entrent en guerre. Par conséquent, des modèles comme le Douglas DC-4 sont convertis pour le service militaire avant même de sortir des chaînes de fabrication. La version militaire du DC-4 est rebaptisée C-54 Skymaster. Celui-ci accomplit peu ou prou les mêmes missions que le DC-3, transportant troupes et ravitaillements au combat dans le monde entier. Il est rejoint par un autre transporteur conçu à l'origine comme un avion de ligne, le C-46 Commando. Ce dernier commence sa vie sous le nom de Curtiss CV-20, avion de ligne commercial d'une capacité de 36 passagers, mis au point pour faire concurrence au DC-3. Il devient rapidement le premier transporteur de matériel sur tous les théâtres des opérations alliées. Mais il est surtout resté dans les mémoires comme l'avion cargo qui a fait la navette au-dessus de la bosse d'Inde en Chine. Cette route de ravitaillement traverse l'Himalaya, un vol qui s'avère extrêmement difficile pour les appareils moins puissants que le C-47. Le commando contribue largement au succès de l'opération, faisant régulièrement passer par cette voie dangereuse d'énormes quantités de matériel de guerre vital. Pendant un mois, les C-46 et d'autres avions cargo effectuent près de 5000 vols au-dessus de la bosse pour livrer plus de 44 000 tonnes de matériel en Chine. Un des derniers avions de ligne américains à prendre du service avant l'attaque japonaise de Pearl Harbor est aussi un des plus révolutionnaires. C'est le Boeing 307 Stratoliner, un long courrier de 38 sièges, mis au point en tandem avec l'un des plus puissants bombardiers de la guerre. Dix 307 seulement sont construits, dont un sera victime d'un accident avec une délégation de la compagnie KLM à son bord.
Mais le Stratoliner marque un tournant décisif dans l'histoire de l'aviation commerciale. C'est le premier avion de ligne doté d'un fuselage pressurisé, ce qui permet aux pilotes de voler au-dessus des conditions météo à une altitude de 6000 mètres. Cet appareil a été conçu à la demande de l'armée en 1934, qui voulait un bombardier à plusieurs moteurs capable de transporter 1 tonne de bombes et de parcourir une distance de 2400 km à une vitesse de 400 km à l'heure. En réponse à cela, Boeing sort le modèle 299, prototype de ce qui va devenir le bombardier le plus utilisé de la guerre, le B-17 Flying Fortress. Le B-17 a beaucoup en commun avec l'avion de ligne qui l'a inspiré. Les deux appareils sont équipés des mêmes ailes, du même empennage, de la même nacelle et des mêmes moteurs. À l'origine, le Stratoliner aurait dû avoir un fuselage beaucoup plus grand qui lui aurait donné l'apparence d'une baleine par rapport à son prédécesseur militaire plus effilé. Lorsque les premiers B-17 sont construits dans les années 30, leur performance dépasse celle des meilleurs chasseurs existants. Et malgré cela, leur incroyable vitesse et leur plafond élevé sont largement surpassés par les Messerschmitt et les Focke-Wulf de la Luftwaffe. Avec 13 mitrailleuses à leur bord, l'équipage des Flying Fortress dispose d'une protection considérable, mais pourtant beaucoup d'appareils ne rentrent pas de leur mission. Le B-17 devient un des avions alliés les plus importants. Il est utilisé lors d'une campagne de bombardement non-stop au cœur de l'Allemagne qui détruit une grande partie de sa puissance industrielle. Sur le front, le Flying Fortress vient relever un autre bombardier dérivé d'un avion de ligne civile, le Douglas B-18 Bolo. Ce dernier a été mis au point sur le modèle du Douglas DC-32, en réponse aux mêmes exigences qui débouchèrent ensuite sur la production du B-17. Plus aucun Stratoliner n'a jamais été construit, mais son prédécesseur, le Flying Fortress, va devenir un des plus célèbres bombardiers de l'histoire. « 13 000 de ces appareils robustes servent avec une efficacité exceptionnelle sur tous les fronts américains jusqu'à la fin de la guerre. Quelques-uns des avions militaires les plus mortels employés par les forces alliées pendant la Deuxième Guerre mondiale ont joué un rôle prépondérant dans le développement des avions de ligne de l'après-guerre. Parmi les plus puissants, le Short Sunderland de la défense côtière de la RAF. C'est un bombardier patrouilleur anti-sous-marin à long rayon d'action qui joue un rôle vital dans la protection des lignes de ravitaillement britanniques. Lourdement armé, il peut être équipé de 12 mitrailleuses qui lui permettent de résister aux attaques répétées des chasseurs, au point que la Luftwaffe le surnomme le porc-épic volant. À son bord, un équipage de 10 hommes effectue régulièrement des missions de patrouille d'une douzaine d'heures le long du littoral atlantique. Les cibles principales sont les sous-marins allemands qui, en 1940, écument tranquillement l'Atlantique Nord, causant des ravages parmi les navires marchands. Très souvent, les sous-marins distancent les lourds Sunderland, disparaissant sous la surface avant d'être frappés. Mais les gros hydravions peuvent également transporter près de 5 tonnes de mines, bombes et grenades sous-marines. Caractéristique qui fait d'eux un des adversaires les plus mortels des sous-marins. Le Premier ministre britannique, Winston Churchill, déclarait un jour que la menace des sous-marins allemands était la seule chose qui les inquiétait durant la guerre.
Et finalement, c'est grâce aux navires escorteurs et aux anges gardiens comme le Sunderland que l'Allemagne échoue dans sa tentative de soumettre les îles britanniques. Comme le Sunderland, le Boeing B-29 joue un rôle majeur dans le développement de l'aviation commerciale d'après-guerre. Les B-29 américains déversent plus de 176 000 tonnes de bombes sur le Japon. Mais cet appareil est surtout célèbre pour une mission en particulier. Le 6 août 1945, le B-29 Enola Gay largue une bombe atomique sur Hiroshima. Trois jours plus tard, un autre B-29, le Boxcar, lâche une seconde bombe sur Nagasaki. Les deux villes sont littéralement soufflées par l'explosion. Plus de 115 000 personnes sont tuées sur le coup, mais bien d'autres mourront des jours, des mois, voire des années plus tard. La guerre est bientôt terminée, mais le monde a changé à jamais. Le Super Fortress est un bombardier stratégique à long rayon d'action absolument révolutionnaire. Il a un fuselage pressurisé, une voilure et un système de volets radicalement différents, et une cellule aérodynamique qui exige l'emploi de techniques de fabrication et de métaux nouveaux. On construit près de 4000 B-29, et comme ce fut le cas avec les premiers appareils Boeing, la technologie avancée de ces avions engendre une nouvelle génération d'avions de ligne. Le résultat final est le Boeing 377 Stratocruiser, une variante commerciale d'un transporteur de l'armée dérivé du B-29. Le Stratocruiser ressemble étonnamment au Super Fortress d'origine, à l'exception majeure d'un nouveau fuselage pressurisé à double bulle. Plus vaste, l'intérieur peut accueillir jusqu'à 100 passagers et permet aux compagnies aériennes de faire nombre d'aménagements nouveaux dont les appareils précédents ne disposaient pas. À l'étage inférieur, auquel on accède par un escalier en colimaçon, se trouve souvent un bar, un salon ou des places assises supplémentaires. Si un tel luxe est fort apprécié des passagers, ce sont ces qualités de long courrier héritées du B-29 qui intéressent les compagnies d'aviation. Seuls 55 Stratocruisers sortent des usines, mais ils volent sur les lignes transatlantiques de la Pan Am et d'autres compagnies jusqu'au milieu des années 50. Après la guerre, la demande accrue d'avions de ligne entraîne la transformation d'un grand nombre d'avions militaires en avions civils. Une des plus complexes est celle des hydravions Sunderland, en avions de ligne rebaptisés Sandringham et Solette. Une fois dépouillés de leur armement lourd, les porc-épics volants deviennent des appareils luxueux transportant un maximum de 45 passagers sur 2 étages. Beaucoup de ces modèles sont dotés d'un superbe bar, d'une kitchenette pour préparer les repas, de cabines individuelles et même d'une bibliothèque. La British Overseas Airways Corporation